Imaginez la scène. Nous sommes dans l'automne humide et pénétrant de 1942. Quelque part près de Stalingrad, dans un blindage allemand glacial, l'oberlieutenant Klaus Richter se sent absolument en sécurité. Au-dessus de sa tête, 3 épaisseurs de solides rondins, une couche de terre gelée. Ce n'est pas une simple tranchée, c'est une véritable forteresse souterraine. Il peut résister à un barrage d'artillerie. Les bombardiers ne peuvent rien ici. Ce lieu est son petit îlot de stabilité au milieu du chaos. Soudain, le silence est rompu non par un sifflement ni par un hurlement, mais par un étrange bruit de bruissement qui s'amplifie à une vitesse terrifiante. Une seconde, et le monde explose. Non pas à côté. Ici même, les rondins qui lui semblaient plus solides que l'acier volent en éclats. La terre et le feu font irruption à l'intérieur. Pour Klaus Richter et ses soldats, tout se termine en un instant. Mais pour le commandement allemand, c'est le début d'un véritable casse-tête. Qu'est-ce que c'était? Ce n'est pas un obusier lourd. Leurs positions sont trop éloignées, et le son de l'arrivée est complètement différent. Ce n'est pas une bombe d'avion. Il n'y avait pas un seul appareil dans le ciel. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui frappe d'en haut presque à la verticale, et qui perce les abris les plus fiables. Ainsi, les Allemands firent pour la première fois connaissance avec l'arme qui brisait leur défense, anéantissait leur morale, mais dont on n'a presque pas parlé pendant des décennies. Ce n'était pas la célèbre Katyusha, ni le légendaire char 34. C'était le mortier de régiment de 120 mm. 1, 2, 3, un humble travailleur de la guerre dont la véritable histoire ne fait que commencer à être révélée. Et cette histoire est pleine de mystères. Pourquoi cette arme que les Allemands surnommèrent la mort silencieuse est-elle restée dans l'ombre de ses frères plus célèbres? Comment les ingénieurs soviétiques ont-ils réussi à créer un outil si simple et en même temps si destructeur? Et la question principale, comment ce simple tube sur 2 pieds a-t-il pu changer le cours de batailles entières? Analysons cela. Cette histoire ne commence pas dans le fracas des combats, mais dans le silence d'un bureau d'études au milieu des années 30. L'armée rouge se réarmait alors activement, les chars devenaient plus rapides, les avions volaient plus haut, mais l'infanterie avait toujours besoin de sa propre artillerie de poche. Un concept que les poilus français avaient bien connu avec leurs crapouillots dans les tranchées de 14 à 18. Il fallait un outil capable de résoudre des tâches hors de portée des canons classiques. Imaginez une mitrailleuse ennemie nichée au fond d'un ravin profond ou sur le versant opposé d'une colline. Impossible de l'atteindre en tir direct. Un obusier frappe de larges zones et est trop lent à manœuvrer. Il fallait quelque chose qui puisse lancer un projectile puissant selon une trajectoire courbe presque verticale directement sur la cible. L'idée du mortier n'était pas nouvelle, mais les systèmes existants présentaient de sérieux inconvénients. Les mortiers de compagnie de 50 mm étaient trop faibles. Ceux de bataillon de 82 mm étaient déjà meilleurs, mais leur puissance ne suffisait toujours pas à détruire les fortifications de campagne, ces mêmes blindages et casemates. Le commandement de l'armée voulait plus. Il lui fallait un monstre, une arme avec la puissance d'un obusier léger, mais avec la simplicité et la mobilité d'un mortier. Le problème semblait insoluble. L'augmentation du calibre entraînait inévitablement une augmentation du poids, et un mortier lourd perdait son principal avantage, la capacité d'être déplacé par l'infanterie à la main sans tracteur. N'importe quel concepteur vous dira que le recul d'un calibre de 120 mm est si énorme qu'il faut pour le compenser un affût lourd et encombrant avec des roues comme un vrai canon, et cela mettait fin à tout le concept. Le projet semblait dans une impasse, mais c'est alors que dans le bureau d'études, dirigé par Boris Ivanovitch Chavirine, naquit une idée qui changea tout. 4, 5, 6. Une idée si simple et si géniale qu'elle suscite encore l'admiration des ingénieurs. Ils décidèrent de tromper la physique. Le secret qui permit de créer cette arme unique réside dans un simple terme scolaire, le triangle imaginaire. Cela semble mystérieux, n'est-ce pas? Mais en réalité, tout était d'une simplicité géniale. Boris Chavirine et son équipe comprirent qu'il ne fallait pas lutter directement contre le recul. On pouvait simplement le rediriger. Dans le schéma classique du mortier, il y a 3 éléments principaux, le tube, le bipied qui le soutient et la plaque de base qui s'appuie sur le sol et absorbe toute la force du tir. En augmentant le calibre à 120 mm, la charge de l'impact sur la plaque devenait si monstrueuse que celle-ci s'enfonçait profondément dans le sol ou se brisait tout simplement. Une voie sans issue. Et c'est là que Chavirine proposa une solution d'une élégance rare. Il ajouta à la conception un élément petit mais d'une importance capitale, un amortisseur. Ce système à ressort reliait le tube et le bipied. Quel en était l'avantage?
Au moment du tir, lorsque le tube reculait sous l'effet de la détonation, l'amortisseur se comprimait, absorbant une partie de l'énergie. Mais le plus important, c'est qu'il redistribuait l'impulsion du recul non seulement sur la plaque de base, mais aussi sur le bipied. Ainsi, la force de l'impact au sol était répartie entre 3 points d'appui, la plaque, et les 2 pieds de l'affût. On obtenait ce fameux triangle imaginaire. Cette solution permit non seulement de préserver l'intégrité de la plaque de base, mais aussi de la rendre beaucoup plus légère. En conséquence, le mortier entier ne pesait que 280 kg en position de combat. Oui, ce n'est pas rien, mais il pouvait être démonté en 3 parties, le tube, la plaque et le bipied, et être transporté par une équipe de 6 hommes ou tracté sur un simple chariot à roues qui s'accrochait, n'importe quelle charrette ou voiture. C'était une révolution. L'Union soviétique obtint une arme que personne d'autre au monde ne possédait. Un mortier avec la puissance de feu d'un obusier de 105 mm, mais plusieurs fois plus léger, plus simple et moins cher à produire. Il pouvait tirer à une distance de près de 6 km, faisant pleuvoir des mines de 6 kg sur la tête de l'ennemi. 7, 8. Et tout cela sans système hydraulique complexe, sans affût lourd. La simplicité poussait au génie. En 1938, le nouveau mortier qui reçut l'indice PM38 était prêt. Les essais commencèrent et dépassèrent toutes les attentes, précision, portée, puissance, tout était au rendez-vous. On aurait pu croire au triomphe, mais tout ne fut pas si simple. De vifs débats éclatèrent dans les hautes sphères militaires. Certains généraux influents de la direction principale de l'artillerie ne comprenaient pas ce qu'était cette bête. Pour un mortier, il était trop grand et trop lourd. Pour un obusier, trop simple et trop léger. Il ne cadrait pas avec la structure existante. Où l'affecter? Dans l'artillerie régimentaire. Mais celle-ci disposait déjà de ses propres canons de 66 mm. Certains sceptiques affirmaient qu'un si grand mortier serait trop vulnérable sur le champ de bataille, que son équipe deviendrait une cible facile. On disait qu'il valait mieux se concentrer sur la production de canons et d'obusiers, éprouver plutôt que de gaspiller des ressources pour cet hybride. Le sort du projet ne tenait qu'à un fil, mais le mortier trouva aussi de puissants défenseurs, notamment le maréchal Grigori Kulik, qui décela dans la création de Chavirine un potentiel énorme. Il comprenait que dans la guerre à venir, l'infanterie aurait besoin précisément d'une telle arme mobile puissante et capable d'atteindre l'ennemi n'importe où. Finalement, après de longs débats, le mortier fut tout de même adopté. Mais la commande initiale fut ridiculement faible. Au début de la Grande Guerre, il n'y en avait pas tant que ça dans les troupes. 4. Personne ne se doutait encore que très bientôt, ces hybrides maladroits, comme certains les appelaient, allaient devenir l'un des arguments principaux sur le champ de bataille. Ils attendaient leur heure. Et cette heure fut terrible. L'heure où la théorie devait passer l'épreuve de la pratique la plus cruelle que l'humanité ait jamais connue. Juin 1941. Le début de la guerre fut une catastrophe. Les colonnes de blindés allemands perçaient les défenses. Des milliers de canons furent perdus ou détruits. Dans ce chaos de la retraite, alors que tout manquait, les mortiers de 120 mm firent entendre leur voix pour la première fois. Imaginez une unité soviétique en retraite. Ils n'ont pas d'artillerie lourde pour les soutenir. Les chars sont loin. Ils doivent retenir l'ennemi qui avance, ne serait-ce que pour quelques heures afin de permettre aux forces principales de se replier. Et ils ont un unique PM38. Une équipe de 6 soldats épuisés le déploie rapidement dans un petit bois en bordure d'un champ. Le pointeur repère dans son viseur une colonne d'infanterie et de transport de troupes blindées allemands qui avancent sur la route. Ordre de tir. Une détonation sourde et gutturale. Une mine de 16 kg s'élève dans le ciel presque à la verticale. Quelques secondes d'attente angoissante et au centre de la colonne allemande, une colonne noire de terre et de fumée s'élève. Puis une autre et encore une autre. Pour les Allemands, c'est une surprise totale. Ils ne voient aucun canon, n'entendent pas le tir caractéristique. Les projectiles tombent simplement du ciel. C'est la panique, l'infanterie se disperse, les transports de troupes tentent de quitter la route. La colonne est stoppée. Bien sûr, un seul mortier ne pouvait pas arrêter une division de Panzer, mais il pouvait gagner un temps précieux. Il pouvait forcer l'ennemi à se déployer en ordre de bataille, à appeler l'aviation à faire venir sa propre artillerie. Et pendant ce temps, les unités soviétiques se retiraient déjà sur une nouvelle ligne de défense. Dans ces premiers combats les plus terribles, les équipes de mortiers périssaient souvent entièrement en couvrant la retraite de leurs camarades. Ils étaient des sacrifiés, mais leur sacrifice n'était pas vain. C'est alors dans le feu de 40 et 1 que l'on comprit la véritable valeur de cette arme.
Elle était idéale pour les combats d'arrière-garde. Facile à camoufler, rapide à déployer et à replier, et son feu était un véritable choc pour les assaillants. Les soldats allemands, dans leurs lettres et leurs journaux, écrivaient sur les marteaux de Staline qui tombaient d'un ciel clair. Ils ne savaient pas encore ce que c'était, mais ils avaient déjà commencé à en avoir peur. Que voyaient et pensaient les Allemands lorsqu'ils furent confrontés pour la première fois au feu des mortiers soviétiques de 120 mm? Pour eux, c'était une véritable énigme. Leur propre doctrine militaire ne prévoyait pas une telle arme. La Wehrmacht disposait d'excellents mortiers de 50 et 81 mm, mais c'étaient des équivalents des mortiers de compagnie et de bataillons soviétiques. En revanche, dans la catégorie des armes lourdes d'infanterie, ils avaient un vide. Ce rôle était rempli par des canons d'infanterie légers de 75 mm. Mais c'étaient précisément des canons avec des roues, un affût lourd, et ils ne pouvaient pas tirer avec une trajectoire aussi courbe. Lorsque les mines lourdes commencèrent à tomber sur les positions allemandes, leur service de renseignement était en pleine confusion. Les premiers rapports parlaient de l'utilisation par les Russes d'un nouvel obusier lourd, mais cela ne collait pas. Premièrement, le feu était souvent ouvert à de très courtes distances, où il aurait été impossible d'amener discrètement un obusier. Deuxièmement, le son du tir était très différent, pas le claquement sec d'un canon, mais une détonation sourde difficile à localiser. Et surtout la trajectoire. Les mines tombaient presque à la verticale, frappant les cibles dans les tranchées, les abris derrière les murs des maisons, là où les soldats se sentaient en sécurité face aux tirs directs. 9. Dix. Cela semait non seulement la peur, mais aussi l'incertitude. Le sentiment qu'il n'y avait nulle part où se cacher. Une terreur qui rappelait aux vétérans de la Grande Guerre les pires heures de Verdun, mais avec une nouvelle et vicieuse signature. Les observateurs d'artillerie allemands devenaient fous en essayant de repérer les positions de ces canons fantômes. Mais les batteries de mortier, après avoir tiré, changeaient rapidement de position. Et lorsque la riposte arrivait sur l'ancien emplacement, il n'y avait déjà plus personne. Ce n'est que lorsque les troupes allemandes mirent la main sur les premiers exemplaires capturés du PM-38 qu'elles comprirent enfin à quoi elles avaient affaire. 3. Et leurs ingénieurs furent pour le moins stupéfaits. La simplicité et l'efficacité de la conception inspiraient le respect. 11. Ils envoyèrent immédiatement le trophée en Allemagne pour l'étudier, et très bientôt son clone allemand verrait le jour. 3. Sept. Mais on en était encore loin. Et pour l'instant, le mortier lourd soviétique restait une surprise unique et extrêmement désagréable pour la Wehrmacht. À l'automne 1940, la situation sur le front devint critique. Les troupes allemandes étaient aux portes de Moscou. Un nombre considérable d'entreprises industrielles se retrouvèrent en territoire occupé ou dans la zone du front. Commença alors une opération sans précédent dans l'histoire, l'évacuation de l'industrie vers l'Est, au-delà de l'Oural. Les usines produisant les mortiers prirent également part à ce long et difficile voyage. Imaginez cet exploit. Sous les bombardements dans des conditions de pénurie totale, les ouvriers démontaient les machines-outils les plus lourdes, les chargeaient sur des plateformes et les envoyaient à des milliers de kilomètres. Et sur le nouveau site, souvent, en rase campagne à ciel ouvert par un froid glacial, ils commençaient à assembler les ateliers et lançaient immédiatement la production. Ce fut un véritable exploit industriel, mais il ne suffisait pas de déplacer l'usine. Le pays avait besoin d'armes, de beaucoup d'armes, et le plus vite possible. C'est alors que les ingénieurs, y compris Chavirine, lui-même accomplirent un autre miracle. Ils ne se contentèrent pas de relancer la production, ils la simplifièrent. 4. Le mortier modèle 1940, et puis celui de 1943, devint encore plus facile à fabriquer. On renonça à certaines pièces complexes à usiner. On remplaça les matériaux coûteux par des moins chers, là où c'était possible sans perte de solidité. Par exemple, dans la construction du chariot à roues, on utilisa plus largement la soudure au lieu du rivetage. Chaque petit détail de ce genre à l'échelle de la production de masse économisait de précieuses heures de travail et des ressources. En conséquence, les usines de l'Oural purent non seulement rétablir, mais aussi augmenter considérablement la production de mortiers de 120 mm. Ils partaient pour le front en un flot ininterrompu. C'était une véritable guerre des moteurs et des machines-outils. Et dans cette guerre, la pensée technique soviétique et l'abnégation de l'arrière remportèrent une victoire cruciale. C'est ce flot d'armes, créé dans des conditions inhumaines, qui permit de saturer l'armée et de se préparer aux futures opérations offensives où les mortiers lourds allaient jouer un des rôles clés. Transportons-nous dans l'enfer de Stalingrad. La ville est en ruine, chaque maison, chaque cave
est devenue une forteresse. 10, 12. Dans de telles conditions, l'artillerie classique se révélait souvent impuissante. Un canon tirant en ligne de mire ne pouvait pas atteindre l'ennemi retranché dans l'entrée voisine ou derrière un tas de briques. Les obusiers tirant depuis des positions masquées n'avaient pas la précision nécessaire pour les combats de rue. 9, 13. Et c'est là que le mortier de 120 mm révéla tout son potentiel. Il devint le véritable dieu des combats urbains. Imaginez une petite cour intérieure entourée de ruines de tous côtés. Dans cette cour, une équipe de mortiers installe son tube. Ils sont invisibles pour l'ennemi. Un observateur assis quelque part sur le toit d'un immeuble intact à quelques centaines de mètres transmet par téléphone ou simplement en criant les coordonnées de la cible. Par exemple, un nid de mitrailleuse à la fenêtre du 3e étage de l'immeuble d'en face. Le pointeur règle les angles. Le chargeur laisse tomber une lourde mine dans le tube. Une détonation. La mine s'élève haut au-dessus des ruines, décrit sa parabole abrupte et tombe précisément sur la cible. Elle peut entrer par une fenêtre, percer un toit ou exploser juste devant l'embrasure, anéantissant toute vie. Le mortier pouvait opérer là où toute autre artillerie était inutile. Il pouvait lancer ses projectiles par-dessus des bâtiments entiers. Son feu était le moyen idéal pour déloger les Allemands des caves et des bunkers. La puissante mine de 6 kg en explosant créait une pression énorme, provoquant des contusions et des effondrements même sans coup direct. Pour les soldats allemands enfermés dans les ruines, ce son de la mort tombant du ciel devint l'un des pires cauchemars de Stalingrad. 14. Ils ne savaient jamais d'où viendrait la prochaine mine. C'était une pression psychologique constante. Les groupes d'assaut soviétiques apprécièrent très vite les possibilités de cette arme. La tactique était simple, d'abord une batterie de mortiers traitait la maison visée, neutralisant les points de tir, puis l'infanterie entrait en action. Sans ce soutien, l'assaut se serait transformé en un bain de sang, avec des pertes énormes. Dans les ruines de Stalingrad, le PM-38 prouva qu'il n'était pas seulement une arme de régiment, mais un outil universel pour percer les défenses les plus complexes. Si Stalingrad fut l'enfer des combats de rue, la bataille de Koursk fut l'apothéose de la lutte contre une défense profondément échelonnée. 15. En se préparant à l'offensive, les Allemands avaient créé un système de fortification incroyablement puissant et complexe. Ils s'étaient littéralement enterrés. Des tranchées de profil complet reliées par des boyaux, des champs de mines, des barbelés et surtout d'innombrables casemates et blindages. C'était cette défense que les Allemands appelaient le hérisson. Il était presque impossible de la prendre d'assaut sans des pertes monstrueuses. 6. 17. Et de nouveau le commandement soviétique se posa la question comment percer cette défense. La préparation d'artillerie c'est bien, mais les obus des obusiers labouraient souvent la terre entre les fortifications sans nuire aux soldats abrités dans leurs profonds terriers. Tirer en visée directe sur les embrasures des casemates était mortellement dangereux. L'artillerie anti-char allemande ne dormait pas, et c'est là que sonna l'heure de gloire des mortiers de 120 mm. Leur capacité à tirer en cloche se révéla être la clé des hérissons allemands. La mine tombant presque à la verticale ne frappait pas le mur frontal épais de la casemate, mais son point le plus vulnérable, le toit, la couverture. Même si la mine ne perçait pas le blindage, la puissante explosion en surface provoquait une commotion, faisait s'effondrer la terre, et les rondins obstruaient les entrées, et les sorties contusionnaient et démoralisaient la garnison. Avant le début de l'offensive sur le saillant de Koursk, des milliers de ces mortiers furent concentrés. Ils travaillaient en étroite collaboration avec les autres types d'artillerie. Pendant que les obusiers et les canons neutralisaient les batteries allemandes et détruisaient les cibles en profondeur, les mortiers labouraient méthodiquement carré par carré la ligne de front. Ils détruisaient les nids de mitrailleuses, les postes d'observation, faisaient s'effondrer les tranchées. C'était un travail d'orfèvre pour percer la défense. Grâce à leur feu, l'infanterie et les chars partant à l'assaut rencontraient une résistance déjà considérablement affaiblie. 18. De nombreux vétérans allemands se souvinrent qu'avant l'attaque soviétique, un véritable déluge de feu s'abattait sur leur tête, et une part importante de celui-ci était constituée précisément de ces lourdes mines auxquelles il n'y avait pas d'échappatoire. Au milieu de la guerre, le commandement soviétique avait développé et perfectionné une tactique spéciale d'utilisation des mortiers lourds appelés raids de feu. C'était plus qu'un simple bombardement. C'était une véritable symphonie de destruction. La tactique consistait en l'utilisation massive et soudaine de dizaines voire de centaines de mortiers sur une seule cible clairement définie et de petites superficies.
Imaginez sur un secteur étroit du front où une percée est prévue, plusieurs régiments de mortiers sont secrètement concentrés. Ce sont des centaines de tubes. Les services de renseignement d'artillerie identifient à l'avance les cibles les plus importantes: postes de commandement, nœuds de communication, concentration d'infanterie, positions d'artillerie. Toutes les données sont soigneusement vérifiées, puis à un signal unique, toutes ces centaines de tubes ouvrent le feu simultanément. En quelques minutes, des milliers de mines s'abattent sur la tête de l'ennemi. Ce n'est pas un simple bombardement, c'est une tornade de feu qui rase toute la surface de la Terre. L'effet d'un tel raid était triple. Premièrement, une destruction matérielle colossale, les fortifications, le matériel, les lignes de communication étaient anéantis. Deuxièmement, des pertes énormes en vie humaine. Il était pratiquement impossible de s'abriter d'un tel déluge de feu. Mais peut-être le plus important était le troisième effet, le choc psychologique. Un coup soudain et assourdissant d'une telle puissance paralysait complètement la volonté de l'ennemi de résister. Les soldats qui survivaient à un tel raid de feu étaient dans un état de choc profond. Ils ne pouvaient pas réagir adéquatement à ce qui se passait. Le commandement des troupes était perturbé, et c'est à ce moment précis, lorsque l'ennemi était abasourdi et désorienté, que l'infanterie et les chars soviétiques se lançaient à l'attaque. Les raids de feu devinrent la carte de visite des opérations offensives soviétiques de la seconde moitié de la guerre, et le mortier de 120 mm était l'instrument principal pour leur exécution. Sa capacité à concentrer une énorme puissance de feu sur un secteur étroit du front en faisait l'arme de percée idéale. Essayons un instant d'imaginer ce que ressentait un soldat allemand en première ligne lors d'un bombardement de mortier de 120 mm. C'est important pour comprendre non seulement l'aspect technique, mais aussi l'impact moral de cette arme. Un bombardement d'artillerie classique est effrayant, mais on pouvait s'y habituer d'une certaine manière. D'abord, on entend le grondement lointain des tirs de ses propres batteries, puis après un certain temps, le hurlement en réponse des obus qui arrivent. On a quelques secondes pour se jeter au fond de la tranchée, se coller au sol. C'est un jeu avec la mort, mais il y a des règles. Avec le mortier, tout était différent. Son tir est un bruit sourd, presque inaudible à 1 kilomètre de distance. Et la mine vole selon une trajectoire très courbe, passant la majeure partie de son trajet dans les couches d'air, raréfiées, ce qui rend son vol pratiquement silencieux. Le premier son que vous entendez est un bruissement ou un sifflement qui s'intensifie rapidement juste au-dessus de votre tête, et ce son signifie que vous n'avez même pas une seconde. C'est ce que les Allemands appelaient la mort silencieuse. Il n'y avait aucun avertissement. Vous pouviez être assis dans la tranchée, parler à un camarade, et la seconde suivante, tout explosait autour de vous. Cela créait une tension nerveuse constante et épuisante, un sentiment de vulnérabilité totale. Vous ne pouviez pas vous cacher dans la tranchée et la mine y tomberait directement. Dans un abri, elle percerait votre protection. Les vétérans allemands ont écrit qu'il n'y avait rien de pire que cette attente. Le silence devenait plus effrayant que le fracas. Le moindre bruissement vous faisait sursauter. Ce stress constant épuisait les soldats plus que la fatigue physique. Il sapait le moral, la confiance dans la fiabilité de leurs fortifications. Les soldats commençaient à craindre non pas le combat ouvert, mais l'accalmie, car c'est dans le silence que le marteau de Staline pouvait tomber du ciel. Et cette arme psychologique était sans doute non moins efficace que les 6 kg d'explosifs dans chaque mine. Pour apprécier pleinement le génie de sa conception, regardons sous le capot du mortier de régiment modèle 1938. Qui voyons-nous? Une simplicité stupéfiante. Il n'y avait rien de superflu. Seulement 3 parties principales dans lesquelles il se démontait pour le transport. Premièrement, le tube. C'est un tube lisse avec une culasse vissée dans laquelle le percuteur est fixé de manière rigide. Pas de verrou complexe, comme sur un canon. La simplicité est la garantie de la fiabilité. Deuxième partie, le bipied. C'est le support qui maintenait le tube dans la position requise. Il abritait les mécanismes de pointage, de rotation et d'élévation. Il permettait au pointeur de régler les angles avec une précision d'orfèvre en tournant de simples manivelles. C'est là que se fixait également le viseur et bien sûr ce fameux amortisseur à ressort qui était le cœur de tout le système. Troisième partie, la plaque de base. C'était une structure emboutie ronde ou carrée avec un soc en dessous pour mieux s'agripper au sol. Sa tâche était de transmettre l'énergie du recul au sol et d'assurer la stabilité. C'est tout. Il n'y avait essentiellement rien d'autre dans le mortier. Pas d'hydraulique complexe, pas d'électronique, seulement du métal, des ressorts et des engrenages à vie. Une telle simplicité offrait des avantages colossaux.
Premièrement, la fiabilité. Il n'y avait pratiquement rien qui puisse tomber en panne. Le mortier pouvait fonctionner dans la boule à neige par un froid glacial. Il était très difficile de le mettre hors service. Deuxièmement, la simplicité de la formation. Il ne fallait pas des mois pour apprendre à un soldat à manipuler un mortier. Les compétences de base du pointeur et du chargeur pouvaient être acquises en quelques semaines. Troisièmement, et c'était d'une importance capitale, en temps de guerre, le faible coût et la facilité de production. Fabriquer un mortier était beaucoup plus simple et moins cher qu'un canon ou un obusier du même calibre. Cela permettait de les produire en quantités énormes, saturant l'armée avec cette arme puissante et efficace. C'était un triomphe de la pensée technique où l'efficacité était atteinte non pas par la complexification, mais au contraire par une simplification extrême de la conception. Si le mortier lui-même était le corps, son âme résidait sans aucun doute dans sa munition. Le type principal de mine pour le mortier de 120 mm était la mine explosive à fragmentation Hofwitt 143. C'était un projectile en fonte en forme de goutte pesant, près de 6 kg. Et c'est là que se cache un autre secret de son efficacité. Le corps de la mine était en fonte fragile et ses parois étaient relativement minces. En revanche, il contenait environ 3 kg d'explosifs puissants le trinitrotoluène. À titre de comparaison, un obus d'obusier de 105 mm pesant à peu près le même poids ne contenait qu'environ 2 kg d'explosifs. Pourquoi une telle différence? L'obus d'un canon ou d'un obusier devait supporter des surcharges colossales au moment du tir dans un canon rayé, c'est pourquoi ses parois étaient très épaisses et solides. Alors que la mine était simplement lâchée dans un tube lisse et en était éjectée par une charge de poudre relativement faible, elle n'avait pas besoin d'une telle résistance. Cela a permis au concepteur d'augmenter la charge utile. En conséquence, l'action explosive, c'est-à-dire destructrice d'une mine de 120 mm, était comparable à celle d'un obus d'obusier de 152 mm. Pourtant, le mortier lui-même était des dizaines de fois plus léger et plus simple qu'un obusier. Lors de l'explosion, le corps en fonte produisait un grand nombre de gros éclats lourds qui se projetaient sur des dizaines de mètres, neutralisant efficacement le personnel. Mais ce n'est pas tout. En plus des mines explosives à fragmentation, il existait d'autres types de munitions en service. Des mines fumigènes pour créer des écrans de fumée, afin d'aveugler l'ennemi et d'assurer une manœuvre discrète à ses propres troupes, des mines incendiaires pour mettre le feu aux bâtiments et aux fortifications en bois, même des mines de propagande pour disperser des tracts. Une telle diversité de munitions faisait du mortier un outil véritablement universel, capable de résoudre un très large éventail de tâches sur le champ de bataille. Une arme, même la plus parfaite, n'est qu'un morceau de métal sans les hommes qui la manœuvrent. Et l'équipe d'un mortier de 120 mm était un véritable organisme bien huilé, où chacun connaissait son rôle jusqu'à l'automatisme. L'équipe se composait généralement de 6 personnes. Le chef de pièce, qui était aussi le pointeur. C'était le cerveau et les yeux de l'équipe. Il recevait les ordres du chef de section, déterminait les cibles, travaillait avec le viseur, et la boussole apportait des corrections et donnait l'ordre d'ouvrir le feu. De sa précision et de sa rapidité dépendait le succès de toute l'opération. Le numéro 2, le chargeur. Son travail était le plus lourd physiquement et le plus dangereux. Il se tenait à la bouche du canon, recevait des pourvoyeurs, les mines de 16 kg y installaient la fusée et la charge nécessaire, puis sur ordre, laissait tomber la mine dans le tube. Il fallait le faire rapidement, précisément, par tous les temps et sous le feu de l'ennemi. Les numéros 3 et 4, les pourvoyeurs. Leur tâche était d'approvisionner le mortier en munitions sans interruption. Ils transportaient les lourdes caisses de mines depuis la position de ravitaillement jusqu'à l'arme elle-même. Ce travail exigeait une endurance énorme. Le 5e homme était responsable de la mise en place du mortier et dès le pointeur surveillait l'état de l'arme. Et enfin, le 6e homme, le conducteur ou chauffeur, qui était responsable des moyens de transport, que ce soit une charrette à cheval ou un camion. Au combat, tous ces hommes agissaient comme un seul être. Le chef crie les données de tir. Le pointeur tourne les manivelles. Le chargeur, respirant lourdement, enfourne mine après mine. Les pourvoyeurs s'activent tels des fourmis. Le travail était infernal. Imaginez en quelques minutes d'un raid de feu, une telle équipe pouvait tirer des dizaines de mines, ce qui signifiait transporter et charger des centaines de kilogrammes de métal mortel. Ces hommes devenaient rarement les héros des articles de journaux. Ils n'étaient pas aussi souvent décorés que les tankistes ou les pilotes. Mais c'est de leur travail coordonné, dur et dangereux,
que dépendait en grande partie l'issue du combat. Ils étaient ces travailleurs de l'ombre qui, par leur sueur et leur sang, ont ouvert la voie à la victoire. L'un des avantages clés du mortier de 120 mm était sa mobilité et par conséquent sa discrétion, contrairement à l'artillerie encombrante qu'il fallait tracter et pour laquelle il fallait longuement préparer une position. Le mortier était un outil beaucoup plus flexible. Démonté, il pouvait être transporté à bras d'homme. Oui, c'était lourd. Le tube pesait environ 100 kg, la plaque environ 110, le bipied environ 60. Mais 6 soldats robustes pouvaient le transporter presque n'importe où à travers un ravin sur un sentier forestier, le monter à la main à l'étage supérieur d'un bâtiment. Cela offrait une liberté tactique incroyable. Une batterie de mortier pouvait prendre position là où aucun canon n'aurait pu passer. Par exemple, dans un ravin profond sur le versant opposé d'une colline dans une forêt dense. De là, ils étaient complètement invisibles pour un observateur terrestre ennemi. Et même depuis les airs, repérer un mortier bien camouflé était extrêmement difficile. Pour le transport sur de longues distances, on utilisait un simple chariot à roues, le mortier assemblé était fixé à cet essieu, et on pouvait l'atteler à n'importe quoi, un camion gaz, une Willys américaine, ou le plus souvent une charrette à cheval. Cette rusticité était un avantage énorme dans les conditions du général hiver et de la Rasputitsa la saison des boues. Cette capacité à se déplacer rapidement et à occuper les positions les plus inattendues transformait le mortier en une véritable arme fantôme. L'équipe pouvait avancer jusqu'à une position, effectuer un raid de feu court mais puissant, puis se replier tout aussi rapidement avant que l'ennemi n'ait eu le temps de les repérer et de riposter. Cette tactique du frapper et courir était particulièrement efficace. Les Allemands déversaient souvent des tonnes d'obus sur un endroit vide où 5 minutes plus tôt se trouvait une batterie de mortiers soviétiques. Pendant ce temps, celle-ci se déployait déjà à quelques kilomètres de là, prête à porter un nouveau coup. Cette insaisissabilité multipliée par une puissance destructrice créait cet effet d'arme invisible qui infligeait des dégâts terribles, mais qu'il était presque impossible d'attraper et de détruire. La reconnaissance de l'efficacité d'une arme par l'ennemi peut être le plus grand compliment pour ses créateurs. Et dans le cas du mortier soviétique de 120 mm, cette reconnaissance fut totale et sans équivoque. 11. Les Allemands, après avoir capturé les premiers exemplaires du PM-38 et les avoir étudiés, furent si impressionnés qu'ils lancèrent immédiatement un programme pour en créer une copie exacte. 3. Dès 1942, la Wehrmacht commença à recevoir un mortier baptisé 12 cm Granatwerfer. 42. CEP. 11. Il s'agissait en fait d'une copie presque parfaite du mortier soviétique. 3. Les ingénieurs allemands n'apportèrent que des modifications mineures principalement d'ordre technologique pour l'adapter à leurs normes de production. Mais le schéma lui-même, le concept, fut entièrement emprunté. Ce fut un cas unique. D'habitude, les Allemands étaient fiers de leur supériorité technologique, mais ici, ils reconnurent sans hésiter le génie de la solution soviétique et la copièrent simplement. Cela en dit long, mais les Allemands ne furent pas les seuls à apprécier le développement soviétique. Dans le cadre du programme Predbuy, les États-Unis eurent accès à la documentation et aux exemplaires du PM-38. 8. L'armée américaine fut également impressionnée par ses caractéristiques, mais ne le lança pas en production de masse, car elle disposait de son propre système d'armement d'artillerie bien développé. Néanmoins, les mortiers produits en URSS furent fournis à de nombreuses armées alliées, par exemple aux unités polonaises et tchécoslovaques, qui combattaient aux côtés de l'armée rouge. Il est intéressant de noter que les Roumains qui combattaient aux côtés de l'Allemagne copièrent également le mortier soviétique, Sept 8. Ainsi, vers la fin de la guerre, on pouvait rencontrer sur les champs de bataille plusieurs clones de la même arme, combattant dans des camps opposés. Cela prouve mieux que tous les mots à quel point la conception créée par le bureau de Boris Chavirine était réussie et révolutionnaire. Elle est devenue la norme mondiale pour les mortiers lourds pour les décennies à venir. Été 1944. Opération Bagration. L'une des plus grandes offensives de l'histoire de la guerre. 19-20. L'objectif, anéantir le groupe d'armées centre-allemand et libérer la Biélorussie. Et dans cette opération, les mortiers de 120 mm jouèrent un des rôles principaux. Le commandement soviétique n'utilisait plus seulement les mortiers pour soutenir l'infanterie. Ils étaient désormais un élément clé du concept d'offensive d'artillerie. Avant le début de l'attaque, une avalanche de feu d'une densité jamais vue s'abattait sur les positions allemandes.
et une part considérable de cette avalanche était constituée de mines de mortier. Sur les secteurs de percée, on créait une densité allant jusqu'à 200 à 250 canons et mortiers par kilomètre de front. 20 et 1. Imaginez la scène. Pendant plusieurs heures, des milliers de tubes pilonnent méthodiquement la défense allemande. Les obusiers frappent les arrières et les positions d'artillerie, les katyushas couvrent de larges zones et les mortiers de 120 mm s'occupent de la ligne de front. Tels des pivers géants, ils martèlent les tranchées, les abris, les nids de mitrailleuses. Leur tâche est de détruire et de neutraliser tout ce qui pourrait entraver le mouvement des chars et de l'infanterie. Le feu était si dense que la défense allemande fut sur de nombreux secteurs tout simplement paralysée avant même le début de l'attaque. 22. Les survivants de la Wehrmacht décrivirent cela comme la fin du monde. La terre tremblait, l'air était rempli de hurlements et de fracas. La fumée et la poussière obscurcissaient le soleil. Lorsque la préparation d'artillerie se terminait et que les chars soviétiques passaient à l'attaque, ils roulaient souvent sur un paysage lunaire où il ne restait pratiquement plus rien de la première ligne de fortification allemande. Bien sûr, ce fut le succès de toute l'artillerie soviétique, mais ce sont précisément les mortiers lourds, grâce à leur précision et à leur capacité à frapper des cibles abritées, qui apportèrent une contribution énorme à ce succès. Ils dégageaient la voie, sauvant la vie de milliers de soldats soviétiques. L'opération Bagration fut leur véritable triomphe. Une démonstration de la façon dont l'utilisation compétente et massive de cette arme pouvait décider de l'issue d'une bataille entière. Les derniers mois de la guerre. Les combats se déplacent sur le territoire allemand. L'armée rouge doit maintenant prendre d'assaut non plus des fortifications de campagne, mais des villes-forteresses comme Königsberg, Breslau et enfin Berlin. C'étaient de puissants nœuds de défense avec des forts séculaires, des casemates en béton, armées et des bâtiments aux murs de briques épais transformés en points de tir. Et de nouveau comme à Stalingrad, mais à un niveau supérieur, le mortier de 120 mm montra son caractère indispensable. Les groupes d'assaut progressant dans un tissu urbain dense avaient besoin d'un soutien de feu immédiat et précis. Amener un obusier lourd en tir direct dans une ruelle étroite balayée par les tirs de tous côtés était un suicide. Mais un mortier pouvait être installé dans n'importe quelle cour au coin d'une maison dans un cratère de bombes. Il était là, à portée de main. La tactique était rodée à l'automatisme. Les éclaireurs du groupe d'assaut identifient un nouveau point de tir, une mitrailleuse à une fenêtre, un servant de fausse patronne, sur un toit un tireur d'élite, derrière une barricade. Les coordonnées sont immédiatement transmises à la position du mortier, qui se trouve à seulement quelques centaines de mètres derrière. Quelques tirs précis et le problème est résolu. Une mine puissante en frappant un bâtiment provoquait l'effondrement des murs et des planchers, ensevelissant toute la garnison sous les décombres. Les mortiers étaient particulièrement efficaces contre les étages supérieurs et les toits d'où l'ennemi menait le feu de flanc le plus dangereux. Aucun autre système d'artillerie ne pouvait nettoyer la verticale avec une telle facilité et une telle rapidité. Dans les combats pour Berlin, les batteries de mortiers suivaient souvent directement les détachements avancés de l'infanterie déplaçant leurs armes de rue en rue. 23. Elles devinrent l'artillerie personnelle des groupes d'assaut. Sans leur soutien, la prise de chaque maison se serait transformée en un combat long et sanglant avec des pertes énormes. Le mortier frayait un chemin pour l'infanterie à travers les jungles de pierre des villes allemandes, apportant sa contribution décisive à la victoire finale. 9 mai 1945. La guerre en Europe est terminée. Les canons se sont tus. On pourrait penser que l'histoire de notre héros, le mortier de 120 mm, aurait dû s'achever, mais ce ne fut pas du tout le cas. Contrairement à de nombreux autres modèles d'armement qui, après la guerre, furent envoyés à la ferraille ou dans les musées, le PM-38 et ses modifications ultérieures restèrent en service. 1. Et non seulement, ils restèrent, mais ils entamèrent leur marche triomphale à travers le monde. L'Union soviétique partagea généreusement cette arme simple et fiable avec ses alliés. Bientôt, les mortiers lourds soviétiques apparurent dans l'arsenal des armées des pays du pacte de Varsovie, de la Chine, de la Corée du Nord, du Vietnam, de nombreux États arabes et africains. Ils traversèrent des dizaines de conflits locaux de la seconde moitié du XXe siècle. 1. 8. Ils combattirent en Corée, où le terrain montagneux souligna une fois de plus tous les avantages du tir en cloche. Ils furent une arme redoutable dans les jungles du Vietnam. Ils furent activement utilisés dans les nombreuses guerres au Moyen-Orient. On pouvait les voir aux mains des partisans et des rebelles du monde entier.
Quel est le secret d'une telle longévité? Toujours la même simplicité et efficacité géniale. Le mortier ne nécessitait pas d'entretien complexe. Il n'avait pas besoin d'aérodromes ou de routes spécialement préparées. C'était l'arme idéale pour les armées aux ressources limitées. Sa conception s'est avérée si réussie qu'elle n'a pratiquement pas vieilli. Bien sûr, de nouveaux viseurs, de nouveaux types de munitions sont apparus, mais le schéma de base lui-même proposé par Chavirine dans les années 30 est resté inchangé. Et même aujourd'hui, au XXIe siècle, dans différents coins de la planète, on peut encore rencontrer les descendants de ce même PM-38. C'est peu être la meilleure preuve que ses créateurs ont réussi à créer non pas simplement une arme pour une seule guerre, mais un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie pour tous les temps. Alors pourquoi, malgré tous ses mérites, la reconnaissance de l'ennemi et une longévité incroyable, le mortier de 120 mm n'est-il jamais devenu un symbole de la victoire aussi célèbre que le char 34, l'avion d'assaut Il-2 ou le lance-roquette Katyusha? Pourquoi est-il resté dans l'ombre? La réponse à cette question réside dans plusieurs raisons. Premièrement, son manque de photogénie. Un mortier n'est pas un char menaçant avec un long canon, ni un avion volant gracieusement dans le ciel. C'est simplement un tube sur un support. Il a l'air utilitaire peu spectaculaire. On ne peut pas le montrer dans un défilé de manière aussi impressionnante qu'une colonne de blindés. C'est une arme de l'arrière-plan. Son travail est caché aux yeux. Deuxièmement, son travail n'était pas lié à l'héroïsme direct au sens commun du terme. Les servants de mortier ne menaient pas de charge à la baïonnette et ne s'engageaient pas dans des duels chevaleresques avec les as ennemis. Leur exploit résidait dans un travail dur, éreintant et mortellement dangereux à l'arrière de leurs troupes en progression. C'était un travail méthodique monotone de pilonnage de la défense ennemie important, mais moins éclatant. Troisièmement, il était trop répandu. À la fin de la guerre, les mortiers de 120 mm étaient devenus une arme si massive et si banale qu'on ne les remarquait plus. Ils faisaient simplement partie du paysage de la guerre comme une cuisine de campagne ou un camion d'1,5 tonnes. Personne n'écrivait d'articles enthousiastes à leur sujet parce qu'ils étaient partout. C'est un paradoxe. C'est précisément sa production de masse et son utilisation généralisée qui l'ont rendu invisible. Il est devenu trop familier pour susciter l'étonnement. Ainsi la gloire est allée à des systèmes d'armes plus brillants et plus spectaculaires. Et l'humble travailleur de la guerre, le marteau de Staline, est resté un héros méconnu, dont le rôle réel dans l'obtention de la victoire n'a été apprécié à sa juste valeur que par les spécialistes et les historiens. Et ce après plusieurs décennies. Pour comprendre ce que ce mortier représentait pour le soldat ordinaire, il faut s'éloigner des schémas tactiques et des chiffres et se tourner vers les souvenirs humains. Mettez-vous à la place d'un commandant de compagnie d'infanterie avant une attaque. Devant vous, une position allemande bien fortifiée. Là, dans une tranchée, se trouve un mitrailleur qui, d'une simple pression sur la détente, peut faucher la moitié de votre compagnie. Appeler la grosse artillerie est long et elle ne peut pas toujours toucher la cible avec précision. Et c'est alors que, par radio ou par un agent de liaison, vous vous adressez à vos servants de mortier qui sont assis quelque part dans un ravin derrière vous. Vous leur donnez les coordonnées et 1 minute ou 2 plus tard, plusieurs mines lourdes s'abattent sur la mitrailleuse ennemie. La mitrailleuse se tait. Pour vous et vos soldats, ce mortier n'est pas seulement une arme, c'est un ange gardien. C'est l'instrument qui vous sauve la vie. Un vétéran de l'infanterie se souvenait, quand nous étions cloués au sol par le feu et qu'il semblait impossible de lever la tête, le son le plus désiré pour nous n'était pas le cri « Hurrah !» mais les détonations sourdes de notre batterie de mortier. Nous savions que ça allait commencer, que les Allemands allaient avoir autre chose à faire que de s'occuper de nous. Et en effet, 1 minute plus tard, les obus commençaient à pleuvoir sur leurs têtes et nous avions une chance de nous élancer. Pour les soldats en première ligne, le mortier de 120 mm était un symbole de soutien. C'était leurs bras armés capables d'atteindre l'ennemi là où ils étaient impuissants. Ils savaient que tant que les servants de mortier travaillaient derrière eux, ils avaient une chance de survivre et d'accomplir leur mission. C'était un lien indissoluble. L'infanterie indiquait les cibles, les servants de mortier les détruisaient. Cette liaison simple et efficace a remporté d'innombrables combats locaux qui, en fin de compte, ont constitué la grande victoire. Et dans la mémoire des soldats, il n'est pas resté simplement comme le PM-38, mais comme notre 120, notre soutien, notre planche de salut. Et cette appréciation du soldat peut être plus importante que toutes les décorations officielles. Pour évaluer pleinement l'unicité du mortier soviétique de 120 mm, il convient de le comparer aux analogues que possédaient les autres pays.
Comme nous l'avons déjà dit, les Allemands, avant l'apparition de leur propre copie, le Granatwerfer 42 Newton, avaient rien de semblable. Leur mortier lourd d'infanterie de 105 mm était en fait un canon léger beaucoup plus lourd et moins mobile, et ne possédait pas une trajectoire aussi courbe. Chez les alliés occidentaux, les Américains et les Britanniques, la situation était différente. Leur principal mortier de soutien était le mortier de 4,2 pouces ou 107 mm. C'était une bonne arme fiable, mais elle était inférieure à son analogue soviétique sur tous les paramètres clés. Premièrement, la portée de tir. Le mortier soviétique tirait à près de 6 km tandis que le britannique dépassait à peine les 4. Cette différence de 1 à 2 km sur le champ de bataille avait une importance énorme permettant d'occuper des positions plus sûres. Deuxièmement, la puissance de la munition. La mine soviétique de 16 kg était nettement plus puissante que la britannique de 12 kg. La différence de 4 kg d'explosifs et de métal donnait un effet complètement différent à l'impact. Troisièmement, la simplicité et la technologie. La conception du PM-38 était plus simple et moins chère à produire. Quel était donc le principal avantage du système soviétique? Un équilibre parfait. Boris Chavirine et son équipe avaient réussi à trouver le juste milieu entre le calibre, le poids, la portée et la puissance. Ils avaient créé une arme suffisamment légère pour accompagner l'infanterie et en même temps assez puissante pour détruire les fortifications de campagne. Personne d'autre à cette époque n'a pu créer un système aussi équilibré et universel. Le mortier soviétique de 120 mm n'était pas simplement une bonne arme. Il était le meilleur de sa catégorie pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas une déclaration de propagande, mais un fait confirmé par le fait que son principal adversaire a été contraint de simplement copier sa conception. En conclusion, on peut affirmer avec certitude que le mortier de régiment de 120 mm n'était pas seulement un type d'armement de l'armée rouge. Il était un élément essentiel de toute la machine de guerre soviétique, s'intégrant parfaitement dans sa tactique et sa stratégie. Il était la réponse au principal défi auquel l'infanterie fut confrontée au XXe siècle, comment surmonter la défense puissante et enterrée de l'ennemi. Il devint la clé qui permettait de forcer les forteresses allemandes. Sa force ne résidait pas seulement dans les 16 kg d'explosifs. Sa force résidait dans sa polyvalence. Il pouvait être une arme de soutien en défense, fauchant les chaînes d'assaillants ennemis. Il pouvait être un instrument de percée pilonnant les fortifications avant une attaque. Il pouvait être une arme de combat de rue délogeant l'ennemi des abris les plus sûrs. Il pouvait créer des écrans de fumée aveuglant l'ennemi. C'était un véritable couteau suisse pour le commandant de régiment. Et le plus important, il sauvait des vies. Chaque point de tir qu'il détruisait, chaque abri qu'il neutralisait, ce sont des dizaines voire des centaines de vies de soldats soviétiques sauvés qui n'ont pas eu à monter à l'assaut sous un feu nourri. Le prix de la victoire fut énorme, mais sans cette arme modeste et discrète, il aurait été encore plus élevé. Il ne brillait pas dans les défilés, on ne lui a pas composé de chansons, mais il a fait honnêtement son dur labeur. Il était un véritable ouvrier de la guerre, un héros méconnu, dont la contribution à la victoire commune ne peut être surestimée. Il incarnait les principes fondamentaux de l'école d'armement soviétique: simplicité, fiabilité et efficacité colossale. Et nous revenons à notre question principale. Pourquoi cette histoire elle était presque oubliée peu? Être parce que l'histoire aime les héros brillants et les noms retentissants. Et l'histoire du mortier de 120 mm est une histoire silencieuse de génie technique et de labeur de soldats. C'est l'histoire de la façon dont une idée simple à première vue, celle du triangle imaginaire, a permis de créer une arme qui a changé la tactique de combat. C'est l'histoire d'un exploit industriel à l'arrière où par des froids polaires et à ciel ouvert, on forgeait l'arme de la victoire. C'est l'histoire de milliers d'équipes de mortiers anonymes qui, sous le feu dans la boue et la neige, ont transporté sur leur dos des centaines de kilogrammes de métal pour assurer le succès de leurs camarades. Leur arme n'avait pas de nom propre comme le char T-34 ou l'avion Il-2, mais elle avait un surnom donné par l'ennemi, la mort silencieuse. Et ce surnom reflète le mieux son essence. Elle venait sans bruit, sans avertissement, et portait un coup dévastateur. Son son s'est tu sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, mais son héritage perdure. Dans la conception des mortiers modernes du monde entier, on peut encore voir ces mêmes solutions qui furent trouvées par l'ingénieur Boris Chavirine il y a plus de 80 ans. Et tant que nous nous souviendrons de ces histoires, aucun héros, même aussi modeste et discret,
que le mortier de 120 mm et aucun exploit ne seront oubliés. L'histoire du mortier de 120 mm nous rappelle que la victoire est souvent l'œuvre de héros silencieux. Partagez dans les commentaires d'autres exemples de ces héros de l'ombre que l'histoire a peu être oubliés.